d'enseignement. Grand Nord, école buissonnière pour 343 enseignants. Le constat est fait. De ce côté-là, les enseignants ont démissionné ou alors ne viennent plus à l'école. Que se passe-t-il de ce côté? Comment comprendre cet état de choses? Nous allons analyser le phénomène et essayer de mieux le comprendre avec nos invités déjà sur ce plateau. Également, dans cette émission, nous parlerons des médicaments et surtout des faux médicaments. Le gouvernement a-t-il abandonné le combat il y a quelques mois et peut-être depuis quelques années? Le gouvernement, à travers donc le ministre de la Santé, avait lancé donc cette opération de combattre le faux médicament et surtout ces médicaments qu'on vend un peu partout. Que s'est-il passé entre-temps, mesdames, messieurs? Tous les jours, on constate, n'est-ce pas, les médicaments qu'on arrête ou alors qu'on brûle un peu partout. De quoi il est question? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans cette émission, nous allons également analyser et mieux comprendre la situation. Nos panélistes sont déjà bien installés et ça fait du bien d'avoir le quorum atteint, 100%. Et nous allons commencer par accueillir nos invités et ayant donc une dame sur le plateau, je dois être galant, n'est-ce pas, de l'accueillir. Liliane Mbala, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci bien. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être là ce soir. Avec vous, plusieurs casquettes, une femme active dans la vie sociale, mais entrepreneur également. Comment se passe l'entrepreneuriat au Cameroun et surtout à votre niveau? Je dirais tout simplement que il y a un adage qui dit en ce moment tout se passe comme le Cameroun. Tout se passe comme le Cameroun. Comme le Cameroun. Ok. Sinon, les choses avancent. Ouais, oui, ça va. Ok. Merci d'être là ce soir, madame. Tout juste à côté de madame Bala, nous avons donc un ami qui revient. Ibrahim, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ngwa. Merci de l'invitation. Bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux millions de téléspectateurs. Justement, c'est un retour. Parce que là, il s'est passé beaucoup de choses en décembre. Bon, merci à Dieu, nous sommes vivants, nous sommes debout. Debout aussi comme le Cameroun, comme disait ça, madame. Ah, ok. Merci pour l'invitation. Oui, il faut le reconnaître, nous sommes debout quand vous voyez tout ce qui se passe autour de nous en Afrique. Okay. Prenez, n'est-ce pas, le RD Congo aujourd'hui, le Cameroun quand même, c'est pas cet enfer-là qu'on dessine, quel que soit le cas vraiment. Merci Ibrahim, merci d'avoir accepté l'invitation et également sur ce plateau. Abakar Mifiri est déjà là. Bienvenue. Qu'il me soit permis, Charles Apollinaire, de vous prier d'accepter nos devoirs et cordiales salutations, qu'il nous soit permis de saluer également fraternellement l'ensemble des frères, j'allais dire pour la plupart des aînés, que nous retrouvons avec beaucoup de joie sur votre plateau, qu'il nous soit surtout permis de faire un clin d'œil à l'ensemble des téléspectateurs du Grand Soir pour qui nous sommes là ce soir, parce que nous, en tant que personnes humaines, nous ne cesserons jamais de penser que si le Cameroun est une cathédrale, c'est bien tous ensemble que nous allons le bâtir dans la pensée de la différence. Merci d'être là. Je rappelle que vous aussi, je ne veux pas dire plusieurs casquettes tout de même, doctorant, bien sûr, mais également enseignant, sociologue. Vous préférez laquelle? Citoyen camerounais. Merci d'être là ce soir, cher ami. Également sur ce plateau, Léonie Nfoum. Bienvenue. Merci. Charles Apollinaire, c'est toujours avec délectation et un empressement jamais trahi et jamais démenti que je défère à vos invitations pour ces grands moments d'échange républicains et qui nous permettent de célébrer l'altérité, la différence, parce que c'est de la guerre des contraires que jaillit toujours et nécessairement la lumière.
C'est la raison pour laquelle chaque fois que vous m'invitez, comme je le disais, c'est avec empressement que je viens. Alors, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs qui certainement par milliers, voire par millions, nous regardent en cette soirée. J'ai une pensée particulière pour les vaillantes et laborieuses populations de la région du Sud, ma région d'origine, mais plus particulièrement encore pour les habitants de ce généreux et doux petit village. Ngon et Misem, c'est sur la route Ebolo-Vakribi par Akom 2. Donc c'est mon village. Donc, je salue tout le monde. J'espère simplement être à la hauteur des délicates attentes de tes téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci Léonide Mfoum. Je rappelle que vous êtes homme politique, oui. Vous êtes militant de l'UNDP. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Je salue mon président national, le camarade Maïgari Bello Bouba, à qui je souhaite une heureuse année 2025. Par ailleurs, enseignant. Oui. Ok, oui. Nous allons parler des enseignants tout à l'heure. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il est déjà là, et puis on réserve accueillir le parti au pouvoir en dernière position. Il nous fait l'amitié d'être toujours là quand on a besoin de lui. Sa Majesté Ondondo, bienvenue. Merci, Monsieur Charles Apollinaire-Omba, de l'invitation que vous avez eu à faire pour le parti. C'est donc avec beaucoup de plaisir et un honneur particulier qu'aujourd'hui je représente le parti. Je voudrais saluer mes co-discutants dont je suis très content de retrouver ici Aboubakar, Ibrahim, Foumou Léonide, qui sont des amis pratiques, en plus de la belle et charmante Liliane Bala qui est là. Je salue vos fidèles téléspectateurs. Donc, et merci encore une fois de nous avoir fait l'amitié, n'est-ce pas, de nous inviter à cette séance. Merci d'avoir accepté l'invitation également. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, hein, tous les 5 invités sont donc présents. Mais très rapidement, hein, nous allons dire un mot d'entrée de jeu. Chacun parlera d'abord. Les nouvelles cartes d'identité, c'est pour bientôt. L'annonce a été faite et la confirmation par le délégué général à la Sûreté nationale. Je vais commencer par là où je suis sorti. Bonne nouvelle pour les Camerounais, on dit. Oui, la nouvelle était déjà visible, était déjà publique depuis un certain temps, à la fin de l'année 2024. Au milieu de l'année 2024, lorsqu'il a été appelé et dit qu'il y a une nouvelle formule de confection, d'exécution des cartes nationales d'identité qui, en 48 heures, n'est-ce pas, devait être disponible. Et cette particularité, je crois que nous sommes dans un monde où il y a un certain développement, une certaine évolution technologique. Ce développement, nous devons, n'est-ce pas, nous adapter à ce développement. Et il faut saluer, je voudrais ici saluer, n'est-ce pas, la proactivité du délégué général à la Sûreté nationale, de toute son équipe, qui effectivement ont pu proposer cette nouvelle carte d'identité dans sa nouvelle manière, dans sa nouvelle configuration au président de la République qui a accepté. Et ça vient régler beaucoup de problèmes. D'abord, le premier problème que ça règle, c'est que cette nouvelle façon de faire va sans doute régler, le délégué le disait déjà, va écraser le problème, n'est-ce pas, de double identité ou de multiple identité pour laisser une seule identité, n'est-ce pas, aux citoyens. Il y a déjà quelques jours un communiqué sorti demandant, n'est-ce pas, ceux qui ont des problèmes liés, n'est-ce pas, aux multiples identités, de faire des requêtes avec, n'est-ce pas, les identités qui sont les seules identités qui pourront être disponibles. Et ensuite, le problème, donc, désormais, lorsque nous aurons à faire, n'est-ce pas, la carte, lorsque nous aurons à faire la carte, ça va vite sortir, donc en 48 heures, ce sera déjà disponible. Et le délégué le président, il y a de cela quelques jours, qu'à partir du 10 février ou du 11 février, la semaine, certainement la semaine prochaine, c'est ça déjà disponible. Et c'est une très bonne chose, une très bonne révolution pour les citoyens camerounais qui désormais, n'est-ce pas,
pourront faire un effort particulier lorsque leurs cartes sont déjà faites, n'est-ce pas, de retirer, n'est-ce pas, ces cartes. Parce que beaucoup de cartes, c'est une mise à bouche. Restent encore dans les commissariats. Si chacun prend la parole pendant longtemps, merci, je vous comprends très bien. Tout à fait. Léonide Fou, bonne nouvelle, on parle, d'après le communiqué, la nouvelle carte nationale d'identité coûtera 10 000 francs CFA pour une durée de 15 ans. Il y a eu les tergiversations, 15 000 et autres. 10 000, ça arrange tout le monde, 15 années, pour 15 ans. Oui, moi je suis de ceux qui pensent que nous ne sommes pas un État communiste et que le service public a un prix. Et si ce prix-là nous garantit que la carte sera fiable et surtout que nous allons connaître en termes de durée de vie de cette carte-là une augmentation de pratiquement 5 ans par rapport à l'ancienne carte nationale d'identité. Si à cela, nous devons ajouter la célérité dans l'obtention, je crois que les Camerounais peuvent encore supporter ce prix-là si en 48 heures, tu as ta carte nationale d'identité, après t'être enrôlé en ligne. Et lorsque tu t'es enrôlé en ligne, tu vas avec les documents que l'on te demande. Qui attestent que vous avez... Voilà, tu te présentes devant le commissariat, on t'établit ta carte nationale d'identité. Sa Majesté le disait tout à l'heure, on est aussi en train de résoudre par la même circonstance les problèmes de multiples identités qui ont longtemps gêné certains Camerounais. Moi qui suis un homme politique, je m'en réjouis parce que ça réduit aussi la criminalité politique qui allait avec. Parce que vous savez, quand les gens avaient la latitude d'avoir plus d'une carte nationale d'identité, ça leur permettait aussi par ricochet d'avoir plus d'une carte d'électeur et donc de voter plus d'une fois. Donc, je pense que sécuriser ce titre identitaire-là participe aussi à aborder la vie politique avec plus de sérénité. Je chute en disant que non, mais on ne parle presque jamais de la criminalité politique et de la corruption qui accompagne souvent les campagnes politiques au Cameroun. Si la carte nationale d'identité peut nous permettre de résorber ce phénomène en y intégrant davantage des éléments de biométrie dans la carte nationale d'identité, moi je crois que c'est tout bénéfique. Ok, on constate que c'est avec beaucoup d'optimisme que vous accueillez, vous embrassez, n'est-ce pas, cette nouvelle-là venant de vous. On peut sourire, mais quand même je vais prendre l'avis d'Abakar Mifiri. Les informations que nous avons, on nous dit, vous payez 10 000 francs CFA via Orange Money, MTN Money, sans publicité. Non, c'est sans publicité, je le lis comme ça, etc. Vous aurez un reçu émis par la Direction Générale des Impôts, ensuite muni de votre acte de naissance et du justificatif de votre profession sur lesquelles vous joignez le reçu de paiement de 10 000 puis rendez-vous dans un poste d'identification locale. Après 48 heures, vous aurez votre carte nationale d'identité valide jusqu'à 15 ans. Ça vient, n'est-ce pas, de ministre Mbargangeli. C'est une bonne nouvelle à entendre quand même. Le Charles Apollinaire, bonne nouvelle, vraiment. Je pose la question comme ça, parce que je vous connais. Je réponds banalement en vous disant que, en tant que modestement professionnel de quelque chose dans la vie, je n'attends jamais, par exemple, de mes étudiants qu'ils me félicitent parce que j'ai fait mon travail. Donc, si les gens peuvent enfin faire leur travail, tant mieux. D'ailleurs... Nous allons quand même rappeler que les récentes cartes d'identité, c'était une durée de 10 ans. 10 ans, parce que pour moi, on va inspirer peut-être l'année prochaine. Et on nous disait également qu'il n'y aura pas de doublons et autres. C'était une société qui avait gagné le marché. Mais entre-temps,
ce n'était plus... Ils n'ont pas continué le travail. Dites clairement qu'il y avait même d'ailleurs eu beaucoup de polémiques parce que des compétences nationales s'étaient proposées. D'autres experts ont dit qu'il y a même de la ressource nécessaire, des compétences camerounaises qui pouvaient bien faire ce travail. Mais cette fois-ci peut être la bonne. On a encore choisi d'aller, on va dire, se tourner vers... des expatriés qui ça coûtait tellement cher et les résultats n'étaient pas surattendus. Donc acceptez, souffrez que je vous dise que vraiment, tenant compte de l'écart qu'il y a toujours au Cameroun entre ce qui est et ce qui devrait être, et ce qui se dit et ce qui devrait être vraiment, pour une fois, attendons de voir. Mais si enfin, parce que nous pensons que pour un État comme dans lequel le gouvernement de Sa Majesté a tellement duré, on pense que d'abord pour... la sécurité du régime, sécuriser l'identité relève de la banalité. Ça ne devrait pas être quelque chose qui doit durer autant pour qu'on en arrive là. Donc vraiment, nous pensons que si enfin on peut arriver à être dans un Cameroun où l'identité collective de l'ensemble des citoyens est sécurisée et peut se faire vraiment enfin. C'est une bonne chose. Moi, je ne peux pas applaudir parce que les gens ont fait le travail. Pas, mais c'est une et bonne nous chose. sortons, Jean Apollinaire, en vous disant que, contrairement à ce que disait mon frère Léonide, 10 000 c'est beaucoup. C'est beaucoup pour ce pays que nous connaissons. C'est pour 15 ans. Oui, même si c'est pour 15 ans. On devrait aller au niveau où ça devrait être... C'est pour ça que je vous ai posé là. J'ai dit, c'est une bonne nouvelle, mais vous avez pu renverser, n'est-ce pas? Je savais que tu vas vouloir répondre à la question à ma place. Merci, Abakar. Madame Bala, quand même, ce n'est pas un problème hein, au niveau peut-être 10 000, 15 000. Mais il y a quand même un autre point. Il faudrait, n'est-ce pas, dans les documents, vous devez présenter, vous devez avoir, n'est-ce pas, l'acte de naissance. Il y a quand même ce problème. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'en possèdent pas. Comment ça va se passer, l'acte de naissance? Monsieur Ongba, je pense que c'est même le premier point à souligner. Pour ceux-là qui ont des problèmes d'acte de naissance. Alors moi aussi, je me pose la même question, comment ça va se passer? Parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Maintenant, concernant l'initiative qui est de faire d'établir les cartes en 48 heures, oui, je salue. C'est une bonne nouvelle pour nous. Mais la question est par la suite de savoir est-ce que chaque Camerounais serait à la hauteur de ces 10 000 ou 15 000 francs qu'ils sont en train de demander? Ça, c'est ma question. Ok. Bon, nous sortons avec vous, hein, Ibrahim. C'est une bonne nouvelle, mais est-ce que vous êtes optimiste ou alors pessimiste? 48 heures. Je ne peux qu'être optimiste. J'ai un récépissé de 3 ans. Je partage entièrement l'avis de M. Mefiri. Dans ce pays, il faut qu'on apprenne à se dire des vérités. Si à chaque fois que quelqu'un fait son travail, on creuse un pull, les gens s'habillent pour venir danser, il faut dire merci à tel. On fait goudronner une route, le travail normal des autorités. Il faut toujours dire merci. Là, le délégué, une fois de plus, nous attendons d'abord de voir si ça doit tenir, parce que la dernière fois, c'est la même chose qu'on nous a dit. Okay. Que c'est une carte qui doit durer, qu'on a fait venir des experts. Et vous avez dit que vous êtes optimiste? Non, tu sais, tout innovateur qui vient, n'est-ce pas, changer, chercher à améliorer quelque chose pour d'abord se féliciter. Mais nous attendons de voir la concrétisation. Et de deux, ne venez pas souvent comme ça dire que c'est bien et qu'il faut féliciter, il faut... Non. Rappelez-vous de la souffrance des Camerounais. Moi, je pas dit qu'on... Et de deux, l'identification commence par l'acte de naissance. Vous-même, vous avez dit là tout à l'heure, l'identification commence par l'acte de naissance. Combien de Camerounais aujourd'hui sont en manque d'acte de naissance? Donc il y a tout ça. Donc le véritable problème, n'est-ce pas, nous attendons de voir le coût est cher. Et de deux, nous qui avons les récépissés, voilà un problème que nous avons posé. Est-ce que nous allons encore aller payer 10 000 francs? Est-ce qu'on doit reconduire nos dossiers? Vous allez, tout le monde doit payer 10 000 francs. Non, vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est que nous sommes dans un état désordonné, un état escroc. Non, nous n'allons pas jusque-là. Parce qu'on ne peut pas nous prendre. Je vous dis que j'ai mon récépissé là. J'attends le retrait de ma carte.
Et si on me demande d'annuler tout ça, constituez le dossier. c'est près de 7 000 francs que j'ai dépensé. C'est un nouveau dossier. Qu'on me demande d'aller avec mon récépissé. Nos cartes d'identité, même les cartes de naissance et autres. Vous savez que dans nous il y a des demande, personnes qui ont 2, 3, 4 actes de naissance. Oh, et c'est ça qui cause donc problème. Là, n'est-ce pas, Au niveau- ce qu'ils ont dit, c'est vraiment c'est apprécié. Ok. Choisir une nationalité, n'est-ce pas, comment on appelle, une date de naissance et annuler le reste. Là, c'est une bonne chose. Merci. Ça peut féliciter, ça peut encourager les gens, n'est-ce pas? Merci à Se vous. faire identifier. c'est tout à Merci fait à bon. vous. En tout cas, la nouvelle est là. Nous restons optimistes, même si certains restent Thomas. Ils veulent croire, voir avant de croire. Nous voici. Et quand voici. même, la nouvelle est là. En 48 heures, très bientôt, les Camerounais auront donc leur carte nationale d'identité. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder la télévision. C'est Info TV et c'est le grand soir. Tout de suite et maintenant, transition pour prendre le premier sujet phare à l'ordre du jour. C'est l'école buissonnière, version enseignant de ce côté-là. Comment comprendre que 343 enseignants désertent, n'est-ce pas, les salles de classe? Où sont-ils passés? Que s'est-il passé entre-temps? Mesdames, Messieurs, nous allons entamer ce sujet avec Léonide Mfoum, qui est un seigneur de la craie. Léonide Mfoum, 343 enseignants qui ne sont plus là. Comment comprendre? C'est un phénomène ou cet état de choses? Il est questionnable, ce phénomène. Mais le constat que je peux de but en blanc faire, c'est que les secteurs sociaux de base au Cameroun sont particulièrement sinistrés. Et dans quelle mesure est-ce que je le dis? L'éducation ou les corps enseignants sont parmi les grands corps de l'État au Cameroun. Vous ne voyez pas les magistrats partir. Vous ne voyez pas les douaniers et les agents des finances partir. Partir où? Non, déserter. Déserté, disons ça comme Ah, ça. ok, déserter. Oui. Parce que quand vous dites partir, Parti. on a comme impression que ils sont plus au Cameroun. C'est des grands corps de l'État. Vous ne voyez pas dans la défense nationale, la police, les gens, n'est-ce pas, quitter le pays et quitter leur emploi. Alors, si vous allez regarder avec plus de minutie et de détails le phénomène, vous allez constater que les corps dans lesquels les gens quittent le pays, c'est notamment des administrations dans lesquelles l'État a beaucoup investi pour le citoyen. Moi, par exemple, qui suis modestement enseignant, j'ai un bac plus 5. Les médecins, c'est au moins bac plus 6, bac plus 7 qui s'en vont. Et c'est des administrations, des corps dans lesquels la saignée est importante. Donc, le gouvernement camerounais doit un temps soit peu s'arrêter. D'ailleurs, avant l'énumération que vous faites là, la semaine dernière, la presse nous apprenait que près de 1200 enseignants, voire un peu plus, répondaient aux abonnés absents du côté du ministère des enseignements secondaires. Donc, à l'heure où la ressource humaine et de qualité est mise sur le marché mondial et où tous les États et toutes les sociétés ont la latitude de venir puiser de cette ressource-là, l'État camerounais doit se poser les questions les plus importantes, à savoir comment est-ce qu'il doit faire pour garder, n'est-ce pas, cette ressource qu'il a mis du prix à former. Parce que je vous disais qu'un enseignant de lycée comme moi, ou nos enseignants d'université, c'est au moins bac plus 5. Les médecins, bac plus 6, bac plus 7. Et vous voyez avec quelle célérité est-ce qu'ils désertent leur poste au Cameroun pour aller chercher fortune ailleurs. Et moi, comment est-ce que j'explique ça? C'est que l'État, vous savez, chaque régime politique érige sa bourgeoisie. Et dans
les calculs qui ont été faits dans notre État, l'enseignant n'en fait malheureusement pas partie. On a mis l'enseignant à la marge de la bourgeoisie camerounaise et ça se ressent. Quand vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vivre normalement au quotidien et que le salaire que l'on vous donne ne vous permet pas de vous projeter, bien, vous allez chercher... une foule quand on regarde quand même, lorsqu'un enseignant sort, n'est-ce pas, de l'école de formation, de l'école normale, qu'est-ce qu'il gagne lorsqu'il entre à la fonction publique, comparativement peut-être à d'autres, suivez peut-être les voisins les plus proches. Est-ce que les enseignants, pourquoi est-ce qu'ils veulent être les éternels pleurnichards ou alors qu'ils veulent toujours revendiquer? Mais c'est vous qui dites que les enseignants pleurnichent. C'est chacun qui... Puisque votre analyse semble... Vous voulez que je vous dise à combien s'élevait mon premier salaire? Il était de moins de 150 000 francs. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, si vous faites une petite étude économétrique, le gap que vous avez pour pouvoir combler vos dépenses, vos poches de dépenses mensuelles, il est d'au moins le double de ce que l'on vous donne. Okay. Hein? Alors, dans ce petit salaire-là, en essayant de vous projeter, vous devez prendre femme. Vous allez avoir des enfants. Vous allez rêver un jour, n'est-ce pas, construire une maison. Vouloir vivre de manière à peu près suffisante. C'est pas spécifique aux enseignants, hein? Mais c'est peut-être d'une manière... Vous avez posé le problème de qui? Vous avez posé le problème des enseignants. Oui. Hein? Mais je vous dis que dans la même fonction publique, oui. Hein, il y a des gens qui vous achètent des voitures, je dis bien des biens personnels, okay. Dans la même fonction publique. Vous avez des fonctionnaires qui ont des véhicules de plus de 100 millions et ils roulent avec. Vous avez des quartiers. Écoutez, mais vous ne voulez pas que je parle. Hein. Je vous ai dit, vous avez... Non, si vous voulez de parole. Si vous voulez que je... pas tirer. Non, vous n'allez pas tout dire non. Si vous voulez de parole, monsieur... Oui, mais permettez-moi de chuter sans alors. Allez-y, chutez, monsieur. Vous allez aller dans certains quartiers ici, à Yaoundé ou bien à Douala. Il y a toute une cité, dite entre guillemets, cité des douanes. Allez voir les maisons qui y poussent. C'est des fonctionnaires. Parfois de loin moins gradés et qui ont été... à des niveaux d'études moins importants que les miens. Hein. Vous allez voir à Oudja, à Koweït City et tout. Regardez, c'est des fonctionnaires. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'enseignant qui doit, dans de telles conditions, tirer le diable par la queue? Vous comprenez que, on va dire que c'est la corruption, mais l'État sait comment combattre ça. Et c'est voulu ce qui se passe. Je reviens à vous tout à l'heure, vous allez voir. Et Ibrahim, je vous pose la même question. 345 enseignants qui ont décidé de faire l'école buissonnière dans le Grand Nord. Je vous interpelle parce que vous êtes du Nord. Je rappelle que j'ai quand même fait mes études aussi. De ce côté-là, nous faut c'est aussi quelque chose. C'est quoi? C'est une particularité pour que dans le septentrion, les enseignants n'acceptent pas faire leur travail. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état de choses? Il y a plusieurs raisons. Parce que j'ai suivi Léonie, lui il a parlé du problème pécuniaire, l'argent, peut-être dans le cas des enseignants. Mais quand on parle de l'extrême au Cameroun, il faut vraiment beaucoup réfléchir, avoir de l'empathie pour la population même qui habite là-bas et pour les fonctionnaires. Maintenant, il faut chercher à savoir le profit de ces enseignants-là. Est-ce qu'ils sont les originaires du Nord même? Est-ce que c'est des gens qu'on a affectés? Est-ce que ce problème-là, je crois que... C'est des jeunes qui sont partis. L'État a trouvé une solution à ce problème. Oui, avec la création de l'école normale, oui. Bien sûr, que la création de l'école normale. Exact, c'est pour ça que je dis. Et il était question que ceux qui entraient à cette école normale... Voilà, devaient servir là. Très élevé, n'est-ce pas, le sortissant du septentrion. Aujourd'hui, le septentrion ne devrait pas avoir... ne doit pas être dans cette situation, peut-être de carence d'enseignants. 300, c'est peu, mais c'est beaucoup, il faut se questionner. Parce que la zone de l'extrême nord, et il faut voir
La désertion, la part de quelle période à quelle période? Parce qu'actuellement, depuis pratiquement décembre, novembre, si vous allez à l'extrême nord aujourd'hui, c'est invivable. Le climat, vous comprenez bien. Est-ce que c'est la raison qui a poussé certains, n'est-ce pas, enseignants, à fuir, à faire ce qu'on appelle l'abandon de poste? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Mais moi, je me dis quelque part, il faut revoir le critère d'affectation. Parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes aujourd'hui qui vont dans des écoles. A dit juste pour la recherche du matricule, comme on le dit. Dès qu'il a son matricule, ils veulent venir, n'est-ce pas, à Yaoundé pour chercher à se positionner dans d'autres ministères. Mais le véritable problème, l'extrême nord, c'est pas facile, c'est pas vivable. C'est pas vivable, surtout pour un étranger. Même pour nos jeunes qui sont là-bas, nous autres, on est d'accord. Ce n'est pas facile la période ici. Est-ce que c'est la raison? Parce que pour un problème de maladie, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter le climat de l'extrême nord à cette période ici-là. Non, mais c'est un beau climat. Hein. Quoi? J'ai fait 10 ans, le climat. Parce que bientôt, alors mars qui vient là, vous comprenez bien. Mais est-ce qu'il doit-il avoir un problème à ce niveau? Je rappelle quand même que vous l'avez soulevé, le problème des enseignants dans le septentrion. Il y avait ce souci que, à l'époque, c'était les enseignants qui venaient du centre-sud, de l'Est. Oui, qui affectaient depuis la création de l'école normale. Maintenant, donc, il y a eu donc la création de l'école normale au nord et ce qui... Enfin, pour entrer à l'école normale, il y avait un pourcentage bien élevé pour les ressortissants du septentrion. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore avoir ce problème? Et je rappelle que quand vous êtes originaire de ce côté-là, vous n'êtes pas... c'est pas étrange, n'est-ce pas, de découvrir ce climat-là. Est-ce que ça doit véritablement être une raison? Maintenant, guider aux élites, c'est le travail des élites de savoir pourquoi. Essayer de recenser, travailler ensemble, n'est-ce pas, avec l'administration de l'éducation des bases, n'est-ce pas, non, enseignement secondaire, essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a une cause. Parce que 300, c'est beaucoup. Léonide Et des deux, s'il te plaît. Oui, allons-y. Parce que même dans le cas des infrastructures, je vous assure, il y a des enseignants qui sont découragés à l'extrême nord. Allez à l'extrême nord, vous allez voir. Les enfants sont assis sur des pierres, d'autres sur la natte, d'autres même, il n'y a pas d'infrastructure. Donc un enseignant qu'on affecte dans une brousse, ou là où il dormir même, c'est un problème. Là où même aller dispenser le cours avec les élèves, qu'est-ce que vous voulez? Il y a tout ça à l'extrême nord. Ok, merci Ibrahim, mais je vais rappeler que ici, il s'agit des écoles secondaires bien construites, mais quand on ne retrouve pas là, on ne retrouve pas... Est-ce qu'il y a la sécurité là-bas aussi? Le problème de sécurité, c'est ça le problème. Bon, peut-être. Bakar Méfiré, vous aussi, vous tenez la craie. Si on vous envoie dans le septentrion, c'est pour travailler. Mais comment comprendre que certaines personnes qui sont recrutées, mais refusent d'aller travailler? En suivant le sens de votre question, mon cher Apollinaire, je vais dire que si on veut analyser la situation, on doit le reconnaître, c'est une constellation de facteurs qui peuvent expliquer le phénomène. Et je vais d'abord peut-être suivre votre regard en disant que oui, l'un des premiers facteurs peut être les facteurs éthiques, c'est-à-dire que comment expliquer qu'un citoyen qui plus est un enseignant, dont supposé être un phare, un guide pour la société, prenne un engagement, peut-être même répondant à une vocation, et puis il cherchait le travail, il a eu du travail, et on l'envoie travailler, et finalement il abandonne ce travail qu'il a choisi librement et volontairement, et parfois de manière totalement immorale. Immorale parce que ces enseignants parfois désertent sans avoir préparé le terrain. C'est des gens qui, peut-être certainement parce qu'ils ont trouvé mieux, partent sans avoir signalé dans les règles de l'art. Pour la plupart, d'après les informations, c'est qu'on constate simplement que depuis tel temps, tel enseignant ne vient plus. De ce point de vue, de manière générale, il faut voir la question de la crise morale qui a profondément attaqué la société camerounaise et qui n'épargne aucun secteur. Parce que quand même, il faut le dire, si l'enseignant est considéré comme un guide,
un phare pour la société. Sur le plan moral, c'est quand même quelqu'un qui devrait être ce modèle, cet exemple à suivre. Mais de ce point de vue, on peut avoir justement à questionner la trajectoire de ces enseignants. Et ça permet justement d'aller vers la vraie analyse, celle qui est profonde. Est-ce qu'il faut simplement faire de ça un problème personnel où il faut voir, comme on dit, des enseignants sans vocation, sans conscience professionnelle, qui ne respectent pas leurs engagements, ce qui est d'ailleurs contraire justement à l'éthique et à la déontologie de leur profession? On va dire non clairement, parce que une telle analyse va rester parcellaire et ne va jamais favoriser la résolution du problème. À partir de ce moment-là, il faut dire clairement, Léonie Domfoum l'a dit, l'enseignant quand même, dans toute société, est celui qui aura fait des sacrifices dans tous les sens en termes de formation, qui allait un peu plus loin justement et pour accompagner la société dans sa transformation qualitative. Mais lorsque l'enseignant est clochardisé, parfois même, il faut le dire, humilié, il ne faut pas s'attendre à ce que ces gens, éternellement, on va le dire comme ça, restent là. Les enseignants sont d'abord, avant tout, des êtres humains qui aspirent à un mieux-être. Mais il faut le dire, nous sommes dans une société dans laquelle l'échelle des valeurs est renversée. De ce point de vue, sans faire insulte à d'autres corps, l'enseignant quand même, qui est à côté du médecin, parce que dans tous les pays du monde, il se dit que en termes de priorité, l'éducation est la deuxième nécessité d'un peuple après le pain. Donc, dans un pays normal, quand les gens ont réussi à avoir un bout de pain le matin, la deuxième chose qui doit accompagner leur développement, c'est l'éducation. Mais lorsque dans une société comme la nôtre, l'éducation est reléguée pratiquement au second plan, il est donc normal qu'on ait des enseignants, même sur le plan moral, qui ne reflètent pas la trajectoire du type d'homme que la société voudrait bâtir pour porter son développement. Donc les enseignants étant des hommes sont à la recherche du mieux-être. Parce que vous l'avez semblé le minimiser. Il faut le dire à la suite de Léonie Domfoum que même en Afrique centrale, on vous dit que le Cameroun est le dernier en termes de salaire, puisque nous parlons rien que des enseignants aujourd'hui, des enseignants. Même les pays en guerre font mieux que le Cameroun. On ne va pas citer, mais je vous ai dit qu'en Afrique centrale, un élève du coup moyen peut rapidement le vérifier. Nous sommes les derniers. Donc l'enseignant camerounais est pratiquement chiffonné pour ne pas en dire plus. De ce point de vue, sans expliquer ou bien justifier l'abandon, on va dire que les raisons sont purement existentielles. C'est le contexte de précarité existentielle qui pousse les enseignants à aller vers la recherche du mieux-être. Et dans cette recherche, il y a une des choses que nous, en tant qu'Africains, nous n'encourageons pas. C'est le mythe de l'ailleurs. Parce qu'il faut le dire, vous ne voulez peut-être pas le dire, mais de nombreuses études ont prouvé que la plupart des enseignants qui partent, généralement, ce n'est pas pour aller être dans une boutique au Cameroun. Vraiment, la plupart, c'est pour aller, voilà, peut-être on ne va pas citer des pays, mais même des données au Cameroun, on dit qu'en 2 ans, un seul pays comme le Canada a accueilli, disons-le simplement comme ça, beaucoup d'enseignants. Pourquoi ils vont? Parce que là-bas, certainement, ils estiment qu'ils vont enfin trouver un mieux-être. Okay. Mais on ne va pas négliger ce dernier facteur sur lequel le grand frère Ibrahim a insisté, les facteurs naturels, puisqu'on parle de l'extrême nord. Vraiment, modestement, Jean Apollinaire, moi, j'ai fait 22 mois, rien que dans la région de l'extrême nord. Et dans une étude qui avait un volet sur l'éducation. J'ai passé pratiquement au moins une semaine dans chaque arrondissement de l'extrême nord. Vraiment, le Cameroun, quand les gens sont à Yaoundé, ils parlent du Cameroun qu'ils ne connaissent pas. Ah oui. Je vous assure, Charles Apollinaire, vous arrivez dans un village à l'extrême nord, à Tchétchébali, sans stigmatisation, vous voyez une dame et qui a même laissé ses enfants à Yaoundé. Ah oui. On vous dit rien que la distance. Les moyens de locomotion, vous arrivez dans un village, il n'y a pas d'eau, pas de lumière. Et en saison sèche, comme disait le grand frère Ibrahim, je vous assure, parfois les gens sont obligés de se contenter de... c'est pas moi, oui, on l'a vécu sur le terrain. Les écoles, on enseigne où? Je me rappelle qu'ici au Cameroun, à un moment, on a eu des problèmes parce que je prenais chaque semaine où je faisais des papiers sur ces écoles filmées. Les gens ont même estimé qu'on était en train d'exagérer. Quand on présentait, nous avons vu même des CES créés depuis 1997 qui n'avaient pas une seule salle de classe. Okay. Le bureau du directeur et parfois même du proviseur, c'était un arbre là-bas qu'on appelle gagné.
Le seul arbre qui a dû résister parfois la férocité du climat, il faut le dire. La saison sèche à l'extrême nord, Charles Apollinaire, quoi qu'on dise. Nous, on a supporté, mais il faut être honnête. Okay. Là-bas, vraiment, il faut un regard. D'ailleurs, que pour sortir, l'extrême nord et le grand nord en général, c'est une zone d'éducation prioritaire. Donc, quelque chose en plus doit être fait dans ces zones. Aussi bien pour les apprenants que les enseignants. Vous allez nous dire, proposer ce qui a lieu de faire, Liliane. La situation, elle est assez préoccupante. Il y a de cela quelques semaines, au niveau du ministère, on nous parlait, n'est-ce pas, de pas moins de 1000 enseignants qui avaient déserté, qui ne sont plus là. On ne sait pas où ils sont partis, mais avec quelques recherches, beaucoup se sont déplacés, sont allés hors du pays. Suivez mon regard, là où ils sont partis. Mais maintenant, la situation dans le septentrion, est-ce la situation, le problème, le traitement des enseignants, ou alors c'est peut-être des Camerounais qui ne veulent pas faire leur travail, simplement? Merci Charles. Je voudrais tout simplement dire que la majorité des enseignants aujourd'hui, il y a ceux qui sont enseignants, ils sont devenus des enseignants parce qu'ils n'ont pas vu mieux, ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Il y a déjà ce point-là. Et maintenant, le deuxième point, ce n'est pas la première fois que les enseignants démissionnent. Je voudrais dire ici qu'ils sont vraiment maltraités au Cameroun. Parce que quand tu regardes la situation d'un enseignant, quand tu regardes un parent qui s'est donné pour son enfant, et tu regardes les revenus de cet enfant-là, ça fait mal au cœur. Et s'il fallait maintenant mentionner par rapport à l'extrême nord, la vie à l'extrême nord n'a jamais été facile. J'en sais quelque chose. Peut-être aussi, il y a manque de salles de classe. Peut-être que, en fait, la vie au nord, c'est pas une mauvaise condition. Mauvaise condition, oui. Donc, je pense que c'est à l'État, au gouvernement, de trouver une solution par rapport à ça. L'État, le gouvernement, de trouver une solution. Oui. Vous voyez que vous faites une transition facile pour que je tombe sur monsieur Sa Majesté Onondo, qui est donc président des parents, l'association des parents d'élèves au Cameroun. Et c'est également le militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Sa Majesté, la situation est préoccupante. Est-ce que vous êtes allé aux nouvelles pour savoir ce qui se passe véritablement? Si oui, de quoi est-il question? Bien, je voudrais m'insurger contre les abus qui ont été dits ici. Je voudrais déplorer quand même, n'est-ce pas, cette situation qui en réalité n'est pas une situation qui peut faciliter l'éducation au Cameroun. Si j'ai bonne mémoire, on dit qu'il y a combien d'enseignants qui sont partis au Canada? Le dernier là où... Non, le nombre d'enseignants partis au Canada. C'était environ 1000, là, quelque chose. Un peu plus de 1000, je crois avoir fait même les papiers dessus. 1217, ça c'est le dernier. Oui. Mais il y avait avant déjà... les 300 du Nord. Avant les 300. C'était 1226 enseignants de lycée. 1226 enseignants. Donc, c'est très embêtant. Si je m'insurge, je voulais juste dire que l'extrême nord n'est pas l'enfer qui a été décrit ici. Non, on l'a pas dit. Oui, parce que la façon dont vous parlez de l'extrême nord, je me suis demandé s'il s'agit de l'extrême nord que je connais. À l'insécurité. 9 mois de Ou saison l'extrême nord que je connais, ou mois. l'extrême nord où j'ai été en décembre, l'extrême nord où je suis né, l'extrême nord où j'ai sillonné, n'est-ce pas, certaines parties. Et je ne sais pas si vous le savez. Et lorsque vous parlez de Chat Valley, je voulais vous dire que Chat Valley, c'est la partie, Je sais, est-ce que nous pouvons être... Ma mère je ne veux pas dire... de l'extrême Sa Majesté. Non, Sa attendez, Majesté, non, attendez.
Parce que, je vous relance. Moi, j'ai juste que faire je vous relance. La télé-réalité. Je vous relance. Je dis donc que... Je vous relance, Sa Majesté. C'est à vous la parole. Vous savez que même pour tenir rien que le climat de la Damawa, c'est pas donné à n'importe qui. À plus forte raison, le Grand Nord. Mais qu'est-ce que vous en savez, M. Chala? Nous, on y était. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être qu'est-ce que vous en savez? Je dis qu'est-ce que vous en savez parce que la Damawa, c'est l'un des... Moi, j'ai fait la Damawa, j'ai fréquenté, j'ai mis pas moins de 7 ans, 8 ans là-bas. C'est l'un des climats les plus bons du Cameroun. Qu'est-ce que vous en savez? Okay. Quand vous venez sur le dit qu'il y a l'enfer à l'extrême nord. Je vous ai posé la question. L'enfer au nord. Sa Majesté. Non, ne dites pas les choses comme ça. On n'a pas parlé. Lorsque vous parlez comme ça, pour ceux qui n'ont jamais été là-bas, mais ils se disent que c'est la fin du monde là-bas. Non, ce n'est pas la fin du monde. Vous comprenez un peu? Et vous le disiez tout à l'heure, il a mis du temps à l'extrême nord. Moi aussi. Il ne faut pas que vous puissiez... Ce n'est pas bon de venir, n'est-ce pas, faire des déclarations pareilles. Parce que ce n'est pas vrai. L'extrême nord n'est pas l'enfer que vous décrivez. Le nord non plus, la Damawa non plus. Vous comprenez? Je veux d'abord qu'on s'arrête à ce niveau. Non, maintenant, c'est l'enfer de vous, Sa Majesté, c'est pas de nous. Puisque le mot enfer. Vous avez présenté l'extrême nord comme l'enfer. On a décrit que c'est la fin du monde. Lorsque vous arrivez là-bas, il y a rien. Et il y a le soleil partout. Et qu'il n'y a aucune salle de classe. Mais attends, c'est vous qui avez parlé, non? Mais on a dit que vous avez dans les villages, il y a des problèmes de salle de classe. Je dis donc que l'extrême nord n'est pas l'enfer, ni le nord, ni la Damawa. Parce que c'est des parties du Cameroun que vous devez connaître. Maintenant... Bon, Sa Majesté, on va donc avancer. Je vais quand même, il faut le dire. Laissez-moi donc avancer. Je vous passe la parole. Non, personne n'a dit que c'était l'enfer, l'extrême nord. Mais les uns et les autres ont présenté les conditions de vie de ce côté-là, que ce soit le climat, que ce soit... Le climat fait quoi? Mais 9 mois le climat fait quoi? Vous croyez que lorsque nous sommes à Yaoundé ou à Douala, vous croyez que c'est le paradis? Bon, maintenant, je vous ai posé la question. Vous croyez que le climat de Douala... Non, ma question, je vous ai posé la question. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Nous sommes des Camerounais. Attendez, laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question, laissez-moi finir. Laissez-moi parler. Pourquoi vous voulez m'étouffer? Pourquoi vous voulez qu'on dise à tout que l'extrême nord ou le nord, c'est l'enfer? C'est le paradis. Pourquoi alors que c'est le paradis, Sa Majesté? C'est pas sérieux ce que vous dites. Et je dis donc que si vous avez l'habitude de dire ça, il faut arrêter ce genre de choses. Nous sommes dans un pays où chaque coin a ses qualités, chaque coin a ses défauts. Vous comprenez un peu? On peut présenter un tableau comme sombre, comme si s'il faut qu'on envoie les Camerounais, les fonctionnaires là-bas, bon. ils vont seulement refuser d'y aller. Vous l'avez dit. Je voudrais donc, si vous pouvez répondre à ma préoccupation. Les anciens qui ont fui le travail, ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Certains sont peut-être allés au Canada, d'autres sont des feignants. Et d'autres sont... on ne dit pas ça à la télé. On ne dit pas ça à la télé. Plus que nos enfants, vous calmez-vous quand même. Nos enfants attendent les cours. Oui, nos enfants attendent les cours. Vous insultez les enseignants? Pardon? Vous insultez les enseignants? Mais retirez le mot fainéant, Sa Majesté. Pourquoi? Retirez le mot Sa Majesté. Moi, je suis enseignant. Il y a deux enseignants assis à moi, je suis enseignant. Qu'est-ce que vous voyez? Quand vous ne faites pas quelque chose qui est commun, moi, je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour... Je ne parle pas avec l'eau à la bouche. Sa Majesté, les populations de l'extrême nord vous écoutent. Nous sommes à quelques... Oui, les populations m'écoutent et savent qu'ils ne sont pas en enfer là-bas. Non. Alors, ils savent qu'ils sont en enfer. Vous n'allez pas vous prendre à tout le monde. Donc, je dis donc... C'est le mot que vous voulez utiliser. Je dis donc que... Ce n'est pas l'enfer, mais c'est tout comme. Ce n'est pas normal. Là, vous allez à l'extrême. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous connaissez l'extrême nord? Est-ce que vous avez déjà été à l'extrême nord? L'extrême dont vous parlez, vous avez été là-bas? Vous avez été dans quelle ville là-bas? Ok. Sa Majesté. Si vous avez été dans quelle ville là-bas? Les téléspectateurs vous regardent. Oui. Alors, donc je dis donc. Ma préoccupation, c'est que, est-ce que vous êtes allé aux nouvelles? De quoi est-il question? Pourquoi est-ce que nous avons ces enseignants qui ont décidé de faire l'école buissonnière? C'est ma question, c'est ma préoccupation. Non, je crois que c'est André Libre tout à l'heure quand j'ai posé la question, combien sont partis au Canada? Mais c'est les mêmes qui ont suivi cette filière.
Si dans l'ensemble du Grand Nord, il y a 343 qui sont partis, sur les 1200 qui existent, vous faites un peu le rapport, vous faites un peu le pourcentage et vous verrez que c'est pratiquement les mêmes départs dans toutes les régions, vous comprenez un peu. Et que c'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs facteurs. Certainement, ils préfèrent peut-être aller à la recherche d'une vie meilleure. D'autres, c'est parce que ils ne veulent pas travailler, ils veulent tricher, parce qu'il faut effectivement évoquer, n'est-ce pas, ce facteur. D'autres encore peuvent être absents pour des raisons de santé, parce qu'en réalité, il y a certains qui peuvent être absents parce que ils ont des problèmes de famille, parce que ça peut arriver. Mais ce n'est pas, n'est-ce pas, le grand pourcentage de ça. Le grand pourcentage, tous ceux qui ont refusé, effectivement, qui ont refusé d'aller fréquenter, les raisons, effectivement, leur sont certainement propres. Okay. Et que ça, c'est des choses à déplorer. Okay. Mais il faut savoir que dans tous les coins du Cameroun, dans toutes les régions du Cameroun, tous les citoyens camerounais qui servent l'État, qui sont des fonctionnaires, peuvent servir un peu partout parce qu'il y a des conditions, n'est-ce pas, qui sont réunies pour que les fonctionnaires puissent travailler un peu partout, n'est-ce pas, dans le Cameroun. Ok, merci. Vous avez une préoccupation? Moi. Oui, nous allons permettre aussi aux téléspectateurs de réagir. Vous savez, eux aussi, ils ont ce droit-là. Nous allons prendre quelques réactions reçues. Bonsoir au grand soir. Être enseignant au Cameroun, c'est la misère totale. Nous n'avons ni bon salaire, ni avantage. Aller à la douane où nos frères et sœurs recrutés avec le BPC roulent dans les grosses voitures et construisent des grosses maisons. Aller à l'EMIA où nos petits frères et sœurs officiers sont directement chefs avec des logements et véhicules dotés par leur hiérarchie. Nos frères de l'ENAM, alors, on n'en parle pas. Comment voulez-vous que ces autres Camerounais qui n'ont rien fait de plus que nous vivent aussi bien et que nous soyons là à les admirer? L'enseignant n'a pas d'avenir au Cameroun. Voilà. Actuellement, Jean-Bruno Afanoyen, depuis Nitikou, c'est un enseignant. C'est un enseignant. Je ne... Je voulais dire quelque chose avant que vous ne continuiez. Vous voulez vraiment? Je voulais dire que moi, je m'insurge exactement contre les gens qui insultent les enseignants. Parce que les enseignants ne sont pas les derniers de la société. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas, pardon? Ils ne sont pas des fainéants. Ils ne sont pas les derniers de la société. Parce que vous, par exemple, vous dites que les enseignants ne sont rien. Ce n'est pas normal quand vous, qui êtes enseignant, vous dites des choses comme ça. Vous comprenez un peu? Et puis les enseignants ne sont pas les derniers de la société. Lorsqu'on immatricule les enseignants, ils sont parmi, n'est-ce pas, les plus gradés de la fonction. On vous a suivi. Et puis les revendications qui ont été faites depuis les années passées, on a essayé de trouver des solutions. La situation n'est plus statique. Mais vous ne pouvez pas. Sa Majesté, vous allez prendre la parole. Ce genre de choses. Ce n'est pas normal. Ok. Sa Majesté, vous calmez. Sa Majesté veut nous intimider. Charles Apollinaire, on va il va nous intimider. Vous vous calmez. S'il vous plaît, une deuxième. Sa Majesté veut nous mettre en prison. Nous allons avancer. Une deuxième bouteille d'eau pour Sa Majesté, s'il vous plaît. Autre réaction. Sa Majesté, vous allez réagir à la fin, n'est-ce pas, de la lecture des messages. Bonsoir, j'interviens sur cette affaire d'école buissonnière des enseignants dans le Grand Nord. Je pense qu'il y a deux problèmes majeurs. Le premier, le très mauvais management des chefs d'établissement qui entretiennent une atmosphère nuisible aux conditions de travail. Un jeune enseignant affecté au Grand Nord est toujours accueilli par des menaces, du chantage, des suspensions de soldes sans raison valable. Ils ont même un réseau direct pour cela. Deuxième point, les infrastructures sont presque inexistantes. Dès qu'on va après les départements, écoles sous l'arbre,
aucun cadre d'épanouissement. Si même les natifs du Grand Nord préfèrent aller voir ailleurs, c'est qu'ils bon, Fred depuis Ngaoundéré. C'est Fred depuis Ngaoundéré. Autre réaction rapidement. Bonsoir le panel, le Grand Nord souffre chaque jour, mais chaque fois il vote le parti au pouvoir. C'est vraiment incroyable. Brice depuis Bangui. Autre réaction reçue. Bonsoir le plateau, monsieur le modérateur. Permettez à vos invités d'aller jusqu'au bout de leur pensée. L'enseignant a été étouffé dès sa première prise de parole. Pourquoi cette différence de traitement entre ces fonctionnaires qui ont le même niveau mais des services différents? Serge Nestor Mbédé depuis Libreville. Sa Majesté Marius veut-il imposer ses pensées au reste du panel? C'est une question qu'il pose aux autres. Il y a beaucoup, je ne peux pas tout lire, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Bonsoir, bon panel, bon après-midi également à toi et ton panel. Majesté Autre réaction reçue, c'est quand même mon invité. Hein. Bonsoir le grand soir, Sa Majesté ne dit pas la vérité. Il parle de ceux qui vivent en ville. A-t-il fait un tour dans les profondeurs du Septentrion? Il traite certains, les enseignants, de feignants. Pourtant, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. Même lui, il est au RDPC pour la vie meilleure et rien d'autre. C'est Christian qui le dit. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous et à votre panel. Je plains vraiment la profession. Non, vous n'allez pas dire ça des gens du RDPC. C'est pas gentil. Hein. C'est pas gentil. Nous allons sortir. Hein. Il y en a beaucoup. Bonsoir à vous et à votre panel. Que le monsieur du RDPC parle de ce qu'il connaît, s'il vous plaît. Des régions où, en saison sèche, il fait 48 degrés à l'ombre. C'est la science. Ce n'est pas à Douala ou Yaoundé. Je ne suis pas sûr qu'à votre âge, vous pouvez y vivre si vous n'avez pas de climatiseur, dont les conditions climatiques ne sont pas à prendre à la légère, même s'il est vrai que si la nature est contre nous, ce n'est pas une raison objective d'abandonner son poste. Pas de logement, insécurité, pas de salaire. Et vous parlez de quoi? Tout le monde aspire au bien-être. On ne fait pas de la mauvaise politique avec tout. Il y a beaucoup de messages, nous ne pouvons pas tout lire. Très rapidement, nous allons passer au deuxième et dernier tour de table. Quelles peuvent être les conséquences, n'est-ce pas, de cette école buissonnière? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, Léonie Nfoum? Oui, tu vas me permettre, Charles Apollinaire Ongba, avant de répondre à ta question, de dire un certain nombre de choses qui participent de mon âme profonde et du lyrisme qui va avec. Moi, je me souviens, j'ai passé une très belle enfance à Marois, à l'extrême nord du pays. Le climat et l'environnement a certes ses rugosités, mais l'ingéniosité humaine fait qu'en termes de modèles d'habitat et de style de vie, les populations ont réussi à dompter ces pesanteurs naturels-là. Vous avez des cartes, des cases de ce côté-là qui sont des cases vraiment écologiques. Hein. Quand il fait 40 degrés à l'ombre à l'extérieur, à l'intérieur de la case, vous êtes tout à fait à l'aise. Donc je crois que c'est des subtilités sur le plan architectural que l'on peut aussi essayer de copier
pour améliorer un certain nombre de choses de ce côté-là. Moi, j'ai eu une enfance heureuse où il faisait certes chaud, mais les vivres étaient de très bon prix. De ce côté-là, vous aviez également les logements qui étaient d'un abord acceptable. Le voisinage avec le Nigeria nous était aussi d'un très grand apport en termes de vivres et puis en termes de capacité des populations à accéder à un certain nombre de commodités. Donc le Nord a peut-être ses problèmes, mais comme toutes les parties du pays, je crois que plus fondamentalement, il se pose un problème de développement de nos territoires. Et la grande concentration que nous avons au niveau de Douala et Yaoundé en ont fait des pôles d'attraction pour toutes les populations du pays. Ce n'est pas que pour les populations de l'extrême nord. Si vous allez dans la forêt d'où je suis originaire, il y a des problèmes et des mots qui sont spécifiques à cet environnement-là, qui ont fait que mon grand-père, c'est mon grand-père qui me racontait ça. Avant que le blanc n'arrive avec sa médecine, une femme pouvait faire 11 enfants et les perdre toutes, et les perdre tous. Donc, la science aide et l'évolution aide. C'est à nous de nous approprier cette évolution. Et dites-vous bien qu'avant les problèmes de sécurité que l'extrême nord connaît, le parc de Ouaza était une très grande attraction, et je veux dire mondiale, où des gens partaient de partout dans le monde pour venir y séjourner. Déjà, le caractère pittoresque, la beauté et tout ce qu'il y avait de ce côté-là. Bon, maintenant, ça c'est mon enfance que je partage avec vous et qui était heureuse. Nous n'avions pas beaucoup de choses, mais quand le maillot avait donné de ses eaux, on pouvait aller s'y baigner. Et avec des amis de ce côté-là, je parle un peu les langues locales. J'ai beaucoup d'affection chaque fois que je dois rentrer de ce côté-là. Mais est-ce que nous avons tout fait pour que ce soit attractif? Est-ce qu'il n'y a qu'à l'extrême nord où il n'y a que des écoles mal famées? Non, même ici à Yaoundé, il y a des écoles qui ne payent pas de mines. Et donc, alors, vous me demandiez des solutions. Mais la première tient à la justice redistributive dans la question du traitement de l'enseignant et qui est essentielle. Moi, quand je touche à ma prime, vous savez, le douanier ou l'agent des impôts, lui, sa prime, c'est 2-3 millions quand il a mon niveau. Au moins, hein, sa prime trimestrielle, vous savez à combien la mienne s'élève? Hein? Que je vous dise. Un enseignant, après 3 mois de travail, un enseignant de lycée ou bien d'école primaire, sa prime de rendement, c'est au plus 5 000 francs. Quand les autres, dans les administrations concurrentes, touchent des millions. Je vous dis des millions. Moi, après 3 mois de salaire, on me tend 2 000. Il faut donc voir un problème de redistribution. Oui, je dis le problème tient d'abord à la justice dans la redistribution. La redistribution, oui. Okay. Et moi, j'ai souvent comme l'impression que tout cela est fait à dessein. Parce que si vous commencez à regarder les bulletins de paye au Cameroun, les gens vont vous dire que l'enseignant est très bien payé, mais c'est l'arbre effectivement qui cache la forêt. Vous n'allez pas me dire que les fonctionnaires, je vous dis bien que ce sont des fonctionnaires qui ont construit la cité des douanes à Douala, qui investissent là à Koweït ou bien à Oudja, à Yaoundé. C'est des fonctionnaires. Vous l'avez dit déjà. Non, mais laissez-moi le redire. Vous l'avez dit. Bon, vous pouvez vous en satisfaire, mais laissez-moi le dire à nos téléspectateurs. Laissez-moi le dire. Vous avez parlé, pour résoudre le problème, la question, n'est-ce pas, de la redistribution. Hein, à ce niveau-là. Il y a fondamentalement ce problème-là. Oui. Et je ne vois pas l'État du Cameroun s'y pencher véritablement. Et donc, de mon point de vue, tant qu'on n'adresse pas ce problème, au fond, la saignée va continuer. Parce que, dites-vous que moi, quand je vais dans mon village, j'ai envie de faire comme le... Attendez. J'ai envie de faire comme... Je vais vous retirer la parole. J'ai envie d'être comme le magistrat qui vient, il gare sa voiture. On décharge... la malle de la voiture. Il garde des présents à ses parents
qui sont au village. Oh, moi j'appelle encore les miens. Peut-être qu'il a fait les champs, il a les... Oui, parce qu'il a les moyens. Non. Vous croyez que l'agriculture, là, c'est n'importe qui fait ça, hein? L'agriculture, ce n'est pas la houe et la machette. L'agriculture, il nécessite des moyens importants. Merci, Léonide Foum, on vous a suivi. Donc, je crois que... On vous a suivi à Bakar, Léonide Foum. Bon, coupez-moi la parole, vous voulez vraiment, problème. Vous voulez montrer aux téléspectateurs que je suis en train de voir vous museler. Mais ils ont vu et ils vous l'ont dit. Ils vous l'ont dit. Monsieur Léonide Foum, oui. Vous avez 30 secondes, chutez. Oui, donc j'étais en train de dire que le gouvernement de la République a choisi ses bourgeois, c'est-à-dire les militaires. Je veux le redire avec emphase. Ce sont ces bourgeois là-bas. Les magistrats, c'est les bourgeois de la République. Les gars des douanes et des impôts. On voit comment ils vivent dans ce pays. Et ils vivent avec l'argent de ce pays. On voit comment ils construisent de grosses maisons qui s'élèvent à des milliards. Hein? On voit tout ça. Et on voit comment l'enseignant est va pieds nus. On le voit. Voilà, merci. Ça saute à l'œil. Vos 30 secondes. On ne va pas me dire que... non, permettez que je les épuise totalement. Quand les lions indomptables, nos petits frères, gagnent une petite compétition, hein, pour avoir joué pendant 2 mois, ils ont près de 200 millions. Okay. Vous savez combien ils me font, moi? On vous a suivi. Bon, d'accord, je me tais. Je crois que je peux faire... Non, ça va. Ça va. Léonide Foum demande, n'est-ce pas, la répartition. C'est-à-dire qu'elle soit équitable. Hein, c'est ce que Léonide Foum demande là. Et peut-être là, les 343 enseignants ne vont plus déserter leurs écoles. Abakar Méfiré, tout à l'heure on parlait des infrastructures et autres. Vous avez passé du temps dans le Septentrion, au plus fond même du Septentrion. Parce que nous, à la Damawa, c'était la Damawa, mais vous êtes allé un peu plus loin. Est-ce que le problème n'est pas celui de l'élite qui peut-être n'a pas essayé de moderniser cette région-là, essayer de sortir cette région de cette pauvreté-là? Charles Apollinaire, dans ma vision de la République, je n'ai jamais donné un sens au caractère du concept d'élite tel qu'il est vu chez nous. Parce que chez nous, on considère que les élites, ce sont des gens qui ont bénéficié des faveurs du régime pour accéder à des postes de nomination où ils vont détourner et puis faire certaines choses. Notre vision de la République, justement, c'est que, puisque nous avons hérité ça des autres, la République au sein de la res publica, c'est cette chose qui appartient à tous. À partir de ce moment, le triomphe ou la dérive de notre société dépendra de la qualité de la gouvernance. Il ne faut pas attendre, parce que nous avons souvent vu au Cameroun, on laisse croire que le ministre est le ministre de son village. Moi, je pense que ça ne peut pas marcher comme ça. Un ministre doit d'abord être un ministre de la République. C'est-à-dire, un ministre de la République, c'est celui qui bénéficie, c'est pas d'un décret, et qui a donc des ressources qui sont mises à sa disposition pour contribuer à développer le Cameroun. Si c'est une partie du Cameroun qui perd son village, il doit faire les choses comme il faut. Mais c'est l'esprit d'égoïsme qui est un mauvais héritage. Nous ne partageons pas toujours ça avec mon frère Léonide Foum. Donc, ce mauvais héritage a fait que les gens, les gouvernants chez nous, parce que dit les élites, parce qu'ils sont les fils du village, ils n'ont pas le sens de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que vous êtes nommé ministre, directeur général, il y a des avantages qui sont dus à votre poste, mais il y a un travail qui est attendu de vous, et vous devrez faire ce travail. De ce point de vue, de manière générale, je ne veux pas accuser les élites, parce que moi, là où je vous parle, je suis une élite. Je suis une élite pas de chez moi, hein, du Cameroun. Parce que chez nous, désormais, les gens vous voient comme de la serpillère parce que vous n'avez pas les milliards. Pourtant, ce qui construit d'abord un pays, ce sont les idées. Il faudrait que quand on parle de mon village, qu'on nous invite parce que nous avons quand même un petit quelque chose dans la tête. On doit venir proposer. Donc l'élite n'est pas seulement économique, l'élite est même d'abord intellectuelle.
Mais aujourd'hui, ça va dans le sens vous de ce qu'on est en train de d'aller dire. savoir comment est-ce que beaucoup deviennent même... Et effectivement, la source de ces enrichissements. Ok. Donc, Alors, de ce point de vue, dans un pays où l'enseignant est rangé au calendrier grec comme c'est le Cameroun, vraiment, vous ne pouvez pas espérer vous développer. Parce que de manière générale, c'est ça. Je vous assure, Charles Apollinaire, c'est un nouveau modèle qui a fait que l'échelle des valeurs soit renversée. Dans votre petite famille, quand vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Parfois, la réunion de famille avec votre bac plus 14, vous n'avez rien à dire. Votre dernier petit frère c'est lui qu'on écoute. Le grand-père se lève même parfois pour lui laisser la chaise. On l'appelle tonton. C'est un modèle qu'il faut revoir. Il faut le repenser. Il n'est pas bon. Parce que c'est le même modèle qui fait que, comme disait Léonide, le militaire est vu comme étant plus important que l'enseignant. Pourtant, le militaire est formé par l'enseignant. Lorsque vous l'avez dit, peut-être c'est pas l'élite qui doit... enfin, l'élite, il faut donc revoir peut-être voilà, cette élite-là. La conception même du mot. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'extrême nord traîne toujours à ce niveau, la pauvreté, manque d'écoles, et quand il y a même les écoles, les enseignants désertent, n'est-ce pas, ces écoles-là, même les hôpitaux et autres. C'est quoi le problème? Charles, le premier problème, c'est qu'il faut dire ce qui est vrai et que même l'État reconnaît. Je vous ai dit sur ce plateau que ça peut se vérifier. Le Grand Nord, en général, est considéré au Cameroun comme une zone d'éducation prioritaire. Nous n'avons pas le temps pour refaire le cours de sociologie de l'éducation. Mais nous avons ici le président. Quand on dit que c'est une autre zone d'éducation prioritaire, ça veut dire que même l'État reconnaît que le Nord, en général, a des problèmes spécifiques particuliers par rapport aux autres. Le niveau de la sous-scolarisation, de manière générale et particulièrement féminine, est plus accentué dans le Grand Nord qui est une zone d'éducation prioritaire. Les causes sont connues. Pourquoi la sous-scolarisation est plus accentuée là-bas? Donc le dit participe de la première réalité scientifique qui peut aider. Il y a des problèmes partout. Mais je vous redis encore que le Grand Nord plus l'Est, c'est-à-dire l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord, plus la région de l'Est, sont classés au Cameroun comme zone d'éducation prioritaire. Okay. C'est le gouvernement de la République qui le dit. Et les organisations internationales, comme l'UNESCO, qui sont des partenaires du Cameroun, le reconnaissent. Qu'à l'extrême Nord, par exemple, il y a des problèmes particuliers qu'il faut résoudre en matière d'éducation. C'est pour ça que c'est une zone d'éducation prioritaire. Ils ont des faveurs que l'État pense pouvoir faire pour contribuer à résoudre ce problème. Donc la première des choses, c'est justement de faire ce qu'on doit faire dans une zone d'éducation prioritaire. De ce point de vue, vous ne pouvez pas négliger la question des infrastructures. Vous avez semblé, avec Sa Majesté, le banaliser. Un téléspectateur nous a aidé, Charles Apollinaire. Maroua, c'est la capitale régionale de l'extrême nord. De partout, là. Permettez que je le dise. Maroua est la capitale régionale de l'extrême nord, où mon frère Léonide a eu une bonne enfance. Mais je vous ai dit que, comme sociologue sur le terrain, moi j'ai fait tous les arrondissements. Nous avons fait la cartographie censitaire dont le dénombrement tarde à venir dans le cadre justement de ce qu'on appelle au Cameroun le recensement. J'ai passé au moins 3 nuits dans chaque village de l'extrême nord. Je parle des villages parce que ceux qui comprennent suivent. Quand on dit cartographie, donc dans l'extrême nord, je vous dis Charles Apollinaire, en 23 mois, j'ai passé au moins une nuit dans chaque village. On ne peut pas comparer Maroua, zone urbaine, c'est au milieu rural. Par exemple, à l'extrême nord, Maroua étant la capitale régionale, il y a des problèmes qu'on aura dans les villages, qu'on n'aura pas là-bas. Okay. Les écoles que Info TV nous a montrées ce soir, ce n'est pas à Maroua Centre. C'est dans là-bas, là où il y a là aussi une vraie partie de l'extrême nord. Okay. C'est là-bas qu'on voit ces écoles où les enseignants n'ont pas où ils peuvent dormir. Okay. Où les élèves en saison sèche, on l'a dit, Sa Majesté, c'est une réalité. Il y a des périodes à l'extrême nord où on est obligé dans les villages de libérer les enfants au plus tard à 11 h. Parce que c'est invivable. Ça, ce sont des réalités du terrain que n'importe qui peut Merci à vous, Bakar Mifire. Bon, je ne vais pas proposer des solutions. Non, puisque vous êtes toujours dans les dénonciations, mais si je vous donne 30 secondes, donc pour vraiment 30 secondes. Bon, l'une des choses à reconnaître, c'est que nous devons repenser notre modèle de société qui va favoriser justement qu'on revoie notre système éducatif.
En revoyant le système éducatif, on va même d'ailleurs voir quelle est la véritable place de l'enseignant en termes de contribution dans la société. On ne va plus négliger l'enseignant. De ce point de vue, la meilleure des solutions consiste d'abord à reconnaître et de passer à l'action, de faire de l'éducation la première des priorités pour l'ensemble du Cameroun et particulièrement pour les zones d'éducation prioritaires. Ok, merci à vous. Ibrahim, Oui. je suis tenté de vous poser la question, quelles peuvent en être les conséquences, n'est-ce pas, de cette école buissonnière dans le Septentrion ou alors dans ces écoles? Au constat d'abord, c'est pour les enfants qui vont rester en manque, n'est-ce pas, d'encadreurs, des enseignants, obligés, surtout c'est une zone. Parce que nous avons tout dit ici, nous avons oublié, quand j'ai écouté, n'est-ce pas, mon ami Odondo, il a oublié que même l'État a fait de cette zone, n'est-ce pas, une zone sinistrée. On est d'accord? L'extrême nord et le Nozo. On est d'accord? C'est une zone, c'est reconnu, donc on ne peut pas, l'État ne peut pas déclarer un truc comme ça, parler de la reconstruction. On reconstruit ce qu'il a peut-être détruit. Voilà. J'ai suivi, n'est-ce pas, Lyonu aussi qui parlait, n'est-ce pas, de sa tendre jeunesse. Ça, c'est l'extrême que nous avons connu avant. Il faisait beau vivre. Il n'y avait pas ce problème que nous voyons de Qu'est-ce qui Boko s'est Haram. passé entre Le problème sécuritaire, Oui, sécuritaire. oui, À côté quand même. en priorité en ce moment, c'est qui est venu tout détruire. Ok. On est d'accord. Et le climat a changé. C'est une zone sinistrée qu'il faudrait absolument reprendre les choses en main. Que faut-il faire? Parce que quand vous allez à Maroua, vous vous arrêtez dans la capitale, juste, n'est-ce pas? Vous connaissez les Vraiment, c'est Nord. que vous n'avez rien compris de l'extrême nord. L'extrême nord est vaste. Tellement. Tellement vaste. Même dans le sud, hein, lorsque vous sortez des centres, Non, vous allez à l'intérieur, là, nous ce n'est pas parlons, facile. n'est-ce pas, d'une Ce zone. n'est pas facile. Une Alors, zone sahélienne. moi, je vous parle de la route où je suis et Bolo va cribi par comme Je dis, n'est-ce pas, essayez de faire ce genre de comparaison-là. Moi, je connais très bien le Sud. Le Sud n'est pas une zone d'éducation prioritaire. Moi, Je vous assure. Non, on dit ça ici à Yaoundé. Et de Mais deux, je c'est- vous assure que quand dans même, la c'est la réelle pays, là, forêt. ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ne comparez pas, n'est-ce pas, le Sud et l'extrême Vous avez nord. posé donc... La forêt aussi n'est pas On dit facile. qu'il y hein, a là. un problème Vous climatique. avez forêt n'est pas fait facile, hein. dénonciation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que Ce qui a lieu de ces faire, enseignants ne désertent plus ces écoles-là? ce qui a lieu de faire, c'est quoi? C'est le moment d'interpeller les élites. Même comme mon frère me firait, n'est-ce pas, un problème avec les élites. Mais tout d'abord, nous avons vu l'hypocrisie qui se joue là. On fait venir des chefs, des soi-disant chefs religieux. Je ne sais pas sur quoi ils comptent, au nom de qui ils parlent. C'est pas le sujet. Qui les a C'est pas envoyés. le sujet. C'est le moment, n'est-ce pas, de se mobiliser pour poser des revendications claires. Et que les populations prennent leur destin en main. C'est ce que nous disons. Il y a des grandes familles qui sont bien, ils s'enrichissent, n'est-ce pas, au nom d'une pauvre population qui vient dire le contraire de ce que Cléda vous a posé la question. Il est souvent surpris d'apprendre le résultat électoral au niveau de l'extrême nord. Ibrahim, c'est la solution? C'est la solution que les populations ouvrent les yeux et qu'ils prennent leur destin en main. Merci d'avoir... Merci. Ça c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de Merci choses pour à faire. cette, Et l'extrême nord, je vous parle de l'ancien vous l'avez déjà dit. de la Damawa à Koussiri, Nous avons suivi. de Chemois Tibati, que les populations, la jeunesse, prenez vos destins en main, ne comptez plus Merci. sur ces croulants dirigeants Liliane, qui sont là-bas chez nous. Liliane, Ça c'est clair. Moi peut-être je vous avec assure. vous, le calme, on va retrouver le calme sur ce plateau parce que j'ai vu, Non. même quand une seule personne prend la parole, c'est comme si pour gronder tout le monde, mais vous, avec votre douceur, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et quelles peuvent être les conséquences de cette école buissonnière-là. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, Charles? Je pense que le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous avons des élites. Comme le monsieur l'a si bien dit, que chaque élite se lève et qu'il travaille. Parce que s'il fallait demander au gouvernement de résoudre tous les problèmes au Cameroun, ils ne peuvent pas. Ça veut dire que si on a nommé, par exemple, Liliane quelque part, alors je devrais me lever pour travailler. Et maintenant, concernant ces enseignants qui démissionnent par rapport au cadre qui n'est pas indiqué, il y a l'insécurité. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
Le gouvernement a pris les dispositions et continue, n'est-ce pas, à les prendre pour quand même sécuriser le maximum les Camerounais dans cette zone-là. Alors, pour dire petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. S'ils ont commencé, et on peut Oui, pas... tout le monde sur ce plateau, On ne peut pas tout résoudre en un donc seul être jour. unanime que l'État fait le maximum d'efforts pour la sécurité et sécuriser, n'est-ce pas, les Camerounais de ce côté-là. Maintenant, peut-être les autres, les infrastructures et autres, certainement. Nous Il y a donc à devons revoir. tout de même reconnaître que vraiment au Grand Nord, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ok. Mais que chacun essaye de faire son travail. Ok. Non seulement le gouvernement, il y a des élites, et même ces enseignants-là. Même ces enseignants. Ok. Je rappelle que les images que nous avons eues tout à l'heure, si vous allez dans certaines localités, non seulement à l'est, mais également dans le centre, vous allez retrouver Voilà. les images similaires. Ça, il faut le dire. C'est vrai. Non, on ne refuse pas. Tout récemment, On les refuse tout pas. récemment, là nous parlons du Septentrion, il y a une école, quelque part à Nangaï-Boko, on a retrouvé un seul enseignant. Oui. Et beaucoup d'écoles dans le Septentrion, et j'en connais, vous retrouvez rien que le chef, le directeur, qui essaie de donner cours à tous ces enfants-là. Il y a des écoles, l'État n'a pas envoyé un seul. C'est donc, les et- maires des parents. Les mères de parents et autres. Donc, c'est une situation assez préoccupante, Monsieur Sa Majesté. Oui, je le disais, hein, chaque coin du Cameroun a ses avantages et ses inconvénients. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas d'enfer ailleurs, il n'y a pas de paradis ailleurs. Nous sommes dans un monde où le contexte, nous devons nous adapter à ce que nous vivons. C'est-à-dire que nous devons dépasser effectivement les inconvénients que nous rencontrons. Parce que ça fait partie de la vie. Ça fait effectivement partie de la vie. Ce qu'il y a dans l'extrême nord, l'insécurité n'est pas généralisée. C'est-à-dire qu'il y a un coin qui bordure beaucoup plus, n'est-ce pas, le Nigeria voisin. C'est là où il y a, n'est-ce pas, l'insécurité, c'est là où il y a des problèmes, c'est là où ce problème d'insécurité peut inquiéter effectivement les anciens, mais ce n'est pas dans toute la région, parce qu'il y a des coins qui sont bien, et il y a, n'est-ce pas, des établissements dans toutes les villes de l'extrême nord, dans plusieurs villages, dans la majorité, n'est-ce pas, des 80 villages, n'est-ce pas, de l'extrême nord. Je crois que ce qu'il faut trouver comme solution, c'est quelque chose de bien simple. Si les enseignants sont effectivement mal en point, c'est parce que, Foumoula dit tout à l'heure, parce qu'ils ont des envies lorsqu'ils regardent, n'est-ce pas, les cadres ou les personnels de leur administration, comment ces personnes vivent. Mais je voudrais que vous rappeliez que nous sommes des anciens, nous ne devons pas nous accommoder à quelque chose, n'est-ce pas, au vol. Nous ne devons pas nous accommoder à ça. Mais arrêtez les volants, non? Ça Oui, va, il c'est faut- comment les gens ça, veulent nous vous ne devons mettre pas la nous voleur. accommoder, n'est-ce pas, ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens, parce qu'ils prennent des moyens qui appartiennent aux Camerounais. Il faut condamner ce genre de choses. Et moi, je le dis, attendez, moi, je dis toujours ce que je pense, hein, vous le savez, ne soyez pas surpris. Je crois que vous n'êtes pas surpris, vous me connaissez bien. Quand je suis là, c'est pour dire la vérité de ce qui se Bon, passe. et là, les primes, Et les ce qu'il primes faut de faire- ces gens-là, et ils vont Non. toucher les millions, nous on C'est touche qu'il faut- 2000. Mais, C'est normal. mais à force, C'est-à-dire, c'est un argent légal. Hein. Oui. Quand nous, on va au bout d'un trimestre se toucher 3000, Non, et je- ils touchent des millions. oui, je comprends la solution. Ça, là, ici. ils n'ont pas volé. Oui, la solution ici, c'est de revaloriser la valeur indiciaire, n'est-ce pas, des anciens. Non, Nous mais l'avons les dit. primes là. Ou Même un les peu. primes là. Lorsque on revalorise, n'est-ce pas, la valeur indiciaire, n'est-ce pas, du salaire des enseignants, ça règle beaucoup de problèmes. Vous savez que, après les revendications qui ont été posées, après que le gouvernement ait résolu un certain nombre de problèmes, c'est le seul problème qui reste de manière constante et qui peut aider, qui peut Charles revaloriser Charles Apollinaire, que Sa Majesté considérablement dise la vérité. le salaire. Nous, n'est-ce pas, quand on va des toucher anciens. 3000 francs de primes, au bout d'un Merci. trimestre, Ce n'est pas ça, un bien sûr. inspecteur des douanes va toucher Mais c'est pas 5 ça. millions. Vous n'allez pas nous pousser à voler. Merci. Vous allez d'abord quoi? Merci Vous à allez vous, voler merci quoi? à vous. C'est pas ça qui donne. Il y a d'abord Merci quoi? à vous, merci Sa Majesté, merci Léonide. C'est là Cameroun, non? C'est là Cameroun. Bon, nous, on préfère partir. Merci Léonide Foum. Nous allons sortir avec quelques messages. Très rapidement, ce sera un message.
Bonsoir, Monsieur Ongba et votre panel. C'est une excellente nouvelle que les cartes nationales d'identité seront désormais délivrées en 48 heures. Cependant, la vraie question est de savoir si les Camerounais vivant dans les zones reculées du pays auront également accès à cette délivrance rapide de cartes nationales d'identité, alors que les autorités ont mentionné que les chefs-lieux des régions seront prioritaires. Manouvo-Refa, Dokwa Maria. L'autre deuxième message là, je crois que merci à vous. Très rapidement, M. Ateba nous écrit: bonsoir Prince et au panel, Sa Majesté doit être courtois. Il n'est ni dans sa chefferie ni dans un meeting. Ateba de Nkwaban. Et il dit encore: bonsoir Prince, dites à Sa Majesté qu'un de ses camarades Mboutouzé a dit qu'il fait bon vivre à Bamenda. Il a été affecté par le DG de la CNPS. Il a démissionné. Bon, nous allons peut-être prendre le dernier. Qu'est-ce qu'il dit? Transition. Même quelques années, le gouvernement est donc allé en guerre contre, n'est-ce pas, les faux médicaments et même les médicaments qui sont vendus frauduleusement, n'est-ce pas, dans les villes non seulement de Yaoundé, de Douala et du Cameroun. Aujourd'hui, qu'en est-il véritablement et quelles peuvent en être les conséquences, n'est-ce pas, de ces faux médicaments? Liliane, vous prenez les médicaments? Bien évidemment. Je ne vais pas demander si vous tombez malade. En tant qu'un être humain, on devrait tomber malade. Et lorsque vous allez à l'hôpital, l'ordonnance, vous allez où? À la pharmacie ou alors chez le voisin? Non, directement à la pharmacie, en fait. Mais il y a des moments où on peut t'envoyer chez le voisin. Il ne faut pas mentir. Qui vous envoie? Parfois, c'est le coût qui m'envoie chez le voisin. Alors, il y a donc, on parle des faux médicaments. Bon, je ne sais pas si en route là, ce sont les vrais médicaments, mais le ministre avait dit que on ne va plus voir ces gens-là vendre. Mais on parle des faux médicaments parce que nous constatons les stocks qui sont brûlés au jour le jour. Mais c'est comme si rien n'est fait. Par contre, c'est comme si on demandait aux gens d'aller encore, n'est-ce pas, chercher, se lancer dans ce business-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché, pour poser la question d'une manière, comme d'habitude au quartier, à la maison? Non, merci Charles. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que le gouvernement essaye un peu de se décourager. Parce que sinon, il sera en train de contrôler au niveau des frontières pour que les faux médicaments n'entrent pas. Et je veux mentionner même que la majorité même des gens qui sont au gouvernement qui ont ces faux médicaments-là, pour essayer de gagner un peu... C'est grave ce que vous voulez dire là? Non, c'est pas grave. C'est un business, non? Qui fait vous voulez dire que pour importer ça, ce sont les grands... Il y en a. Il y a des grosses têtes. Et ce qui veut donc dire que le combat ne peut pas finir? Moi, je ne pense pas en fait. On va juste essayer. Ok. Je ne pense pas. Ok. Abakar Mifire, en tant que sociologue, peut-être que vous pouvez comprendre cela au sein de la société. Les faux médicaments, comment comprendre, n'est-ce pas, l'existence, on pourrait dire même la prolifération de ces pharmacies du quartier-là? Charles Apollinaire, la première des raisons, c'est que dans tous les pays du monde, lorsque, en termes de recours thérapeutique ou de trajectoire thérapeutique, le premier recours est l'automédication, on parle de faux médicaments, parce que tout médicament vendu en dehors, on va dire des circuits déontologiques, des circuits légaux, va être un faux médicament. On ne peut pas avoir confiance à un médicament qui est prescrit par quelqu'un
qui n'est pas formé et qui ne maîtrise pas l'éthique et la déontologie des professions médicales. Donc la notion de faux médicaments renvoie d'abord à ces circuits de ravitaillement en médicaments par des gens qui ne sont pas, nous l'avons dit comme ça, professionnels ou alors du domaine. Donc, si les Camerounais ont pour premier recours thérapeutique, si la première trajectoire thérapeutique des Camerounais, c'est l'automédication, cela voudrait dire que notre politique nationale de santé et même notre système national de santé, on ne va pas dire que la politique et le système sont en faillite, mais on peut voir que la politique nationale de santé du Cameroun n'est pas du tout efficace, encore moins efficiente. Ce qui fait que le système de santé est lui-même pathologique. Parce qu'un système, dans un système de santé républicain comme le nôtre, justement, la question de l'automédication ne devrait pas, même pour une seule seconde, exister. Mais pourquoi des citoyens normaux choisissent pour premier recours thérapeutique, on va le dire comme ça, la rue? C'est parce que justement, une fois de plus, ça va vous gêner. C'est le contexte de précarité existentielle suffisamment avancé. La dame vous a dit, le docteur du quartier, comme les Camerounais l'appellent, généralement c'est un gars qui est d'abord bien élevé, qui connaît tout le monde. Alors que comment fonctionnent nos institutions sanitaires? La plupart de nos institutions sanitaires, au lieu d'être des endroits où on donne la vie, on protège la vie, on sauvegarde la vie, c'est plutôt le contraire. On ne va pas exagérer en disant que nos hôpitaux tendent parfois à devenir les mouroirs. Si on vous dit encore qu'en partie, les personnels, si on peut questionner leur formation, sont aussi parfois étouffés et versent dans les pratiques, on va dire comme ça, qui seront contre le bien-être du patient. Parce que par définition, celui qui va à l'hôpital, on l'appelle patient. Les patients, les latins disaient patient pour dire un être qui souffre et qui va à un endroit où il a besoin d'aide. Donc dès qu'on arrive à l'hôpital, c'est parce qu'on a besoin d'accompagnement, de suivi d'aide. Mais le plus souvent, première des choses, quand le gars arrive à l'hôpital, on lui dit d'abord billet de session. Et pourtant, avec 700 francs au quartier, le gars arrivait vraiment, docteur, j'ai pas dormi la nuit, la grippe m'a fait ceci. Le gars dit, bon, la mère avec tout le sourire, vous allez prendre ça. Et la mère prend, elle se rend compte que la grippe est partie. Mais en termes d'effets secondaires, des conséquences que cela peut avoir, la qualité du médicament, les conditions de conservation du médicament, la mère ne sait pas que c'est bien possible que ce médicament dit de la rue soigne la grippe, mais plus tard cause cette autre maladie. Donc, le coût, comme la dame a dit, est l'une des raisons qui explique les circuits d'automédication, mais davantage expliqué justement par l'inefficacité. Parce qu'il faut le dire, le gouvernement de Sa Majesté se caractérise par quelque chose. C'est parfois un gouvernement des discours. Les discours sont parfois très beaux, mais malheureusement sont en déphasage avec les réalités du terrain. Vous l'avez dit, on l'a dit un peu en d'autres termes. Le ministre de la Santé, dans les discours, nous a rassuré que cette fois-ci, ce n'est plus ce qui s'est souvent fait. On avait même donné un délai justement pour que tous les circuits de ravitaillement de l'automédication au Cameroun soient finalement, on va dire comme ça, mis hors de danger. Mais nous nous rendons compte que même la parole gouvernementale n'est plus sacrée au Cameroun. Le ministre l'a dit, mais aujourd'hui, on constate qu'on a plutôt l'impression que l'activité se porte mieux au Cameroun. Donc, cela voudrait dire que nous sommes dans ce pays où, justement, au niveau de la conception, les politiques ne sont pas bonnes, ne cadrent pas avec les réalités, ce qui fait que le système de santé, qui devrait favoriser donc une organisation justement qui permet dans tous les sens une meilleure prise en charge des patients de manière générale au Cameroun, finalement reste dans une sorte de littérature, une littérature laudative comme celle du ministre qui n'est pas fondée justement sur des faits. On dit qu'il n'y aura plus de médicaments de la rue, mais les médicaments de la rue se portent encore un peu mieux au Cameroun. Vous êtes quand je suis gentil, que je vous laisse parler. Vous aussi, vous ne le laissez même pas. Parler, vous n'arrêtez pas. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Sa Majesté, le ministre, il y a quelques années, avait dit tous ces petits pharmacies-là, j'appelle ça comme ça, du quartier-là, vont disparaître. Il a essayé, il est descendu même dans les marchés, parce qu'il doit avoir les réseaux un peu partout là. Mais
Dominique s'est-il essoufflé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas permis que le ministre, ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, il faut dire que la contrebande dans la vente des médicaments est une véritable pieuvre. C'est une nébuleuse qui n'est pas facile à stopper. Il faut des moyens colossaux, de très grands moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, arrêter cette saignée, cette coulée de lave pharmaceutique, parce qu'en réalité, ça sort de partout. Nous avons dans les différents réseaux, de contrebande, en ce qui concerne les médicaments de la rue, nous avons des pays voisins avec lesquels les frontières sont un peu poreuses, parce que sur les frontières, la contrebande arrive à passer, soit, n'est-ce pas, en cachette, soit par des actes de corruption, parce que les médicaments qui se retrouvent ici au Cameroun, n'est-ce pas, viennent d'ailleurs, étant donné que, de manière générale, les industries pharmaceutiques légales qui sont habilitées à confectionner, n'est-ce pas, les médicaments, à produire les médicaments pour les soins, généralement sont des industries occidentales. Et au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique, au niveau du Cameroun, on n'a pas développé, n'est-ce pas, une industrie pharmaceutique qui pouvait aider, n'est-ce pas, les Camerounais. Est-ce que nous avons la technologie nécessaire, la science nécessaire pour le faire? Ça, c'est un problème. Maintenant, les industries pharmaceutiques qui gouvernent le monde, qui sont dans l'Organisation mondiale de la santé, qui en réalité régulent tout ça, fait que vraiment en Afrique, nous ayons beaucoup de problèmes. Okay. Nous aurons beaucoup de problèmes, nous aurons toujours des problèmes tant que les industries pharmaceutiques en Afrique ne pourront pas être opérationnelles et avoir toute la scientificité nécessaire, toute la connaissance. Vous voulez donc dire que ce n'est pas au niveau du gouvernement? Disons que c'est au-delà, n'est-ce pas, du gouvernement, au-delà du gouvernement. Le gouvernement fait ce qui est en son pouvoir pour respecter effectivement ce qui se passe dans le commerce mondial, dans l'OMC, mais également beaucoup plus dans l'Organisation mondiale de la santé, dans la distribution des produits en étant en collaboration avec les industries pharmaceutiques occidentales. Mais vous sachez que peut-être que ce n'est pas la seule voie. Vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu Covid ici, Covid n'a pas été réglé totalement par les Occidentaux, mais par les produits par les Camerounais, pas des Camerounais. L'alerte, c'est-à-dire que la riposte, la première riposte a été menée par des Camerounais, et c'est il y a des solutions fortes. C'est-à-dire que sur le plan national, il y a des solutions, il y a des solutions qui peuvent exister, qu'il faut explorer. Il y a de cela quelque temps, on a permis à ce que la médecine traditionnelle, au niveau de l'Assemblée nationale, soit beaucoup plus opérationnelle. Vous comprenez que ça va faire partie, n'est-ce pas, des solutions qui vont sans doute aider dans la pharmacopée traditionnelle, qui vont aider, n'est-ce pas, dans la santé, qu'on nous ne devons pas écarter. Merci. Nous devons effectivement regarder de ce côté-là également. Merci à vous, en plus de faire baisser la contrebande, qui est une véritable gangrène. Merci. La grande préoccupation, faux médicaments, le gouvernement a-t-il abandonné le combat? Si oui, pourquoi, comment ça se passe? Non, comment il ne faut pas s'abandonner, vous semblez dire que ce n'est pas au niveau du gouvernement, c'est peut-être plus lourd, c'est assez lourd pour le gouvernement. J'ai dit pour me répéter que la contrebande, elle est une pieuvre. Elle sera toujours combattue, mais elle est tellement grande, et en réalité, nous avons le manque de scientificité pharmaceutique, parce que c'est les industries pharmaceutiques qui peuvent nous aider, et que nous devons développer sur le plan national notre pharmacopée. On vous a suivi. Pour pouvoir peut-être que ce sont des solutions. Oui, Léonide Foum, des faux médicaments, presque tout le monde essaie de prendre. Tout à l'heure, vous nous disiez que le salaire du fonctionnaire et surtout de l'enseignant ne lui permet pas
joindre les deux bouts. Mais maintenant, lorsque vous allez à la pharmacie, vous allez à l'hôpital et puis on vous y a l'ordonnance qui coûte cher. Qu'est-ce que vous faites? Je ne voudrais pas peut-être tourner les raisons de l'existence de ces pharmacies-là, mais ces pharmacies du quartier continuent à exister malgré le combat lancé par le gouvernement. Le gouvernement a-t-il abandonné? Est-il incapable de mettre fin à ce fléau-là? Bon, alors, je crois qu'il lui sera difficile de mettre fin à ce combat, si tant il est que ça en est un pour le gouvernement en réalité. La première raison que je vais invoquer, c'est que la fonction publique camerounaise en termes de personnel déjà est lacunaire. Les données ordinaires disent qu'il faut à peu près un fonctionnaire pour 10 personnes dans un pays pour qu'il fonctionne à peu près normalement. Or, chez nous ici, on a à peu près 0,5 voire moins de fonctionnaires, c'est-à-dire de capacité de répression du phénomène. Vous voyez que c'est très lacunaire, le nombre de fonctionnaires qu'il y a chez nous. Et donc, ça fait que l'État perd aussi en termes de capacité de réaction et de réactivité lorsqu'il y a des menaces comme celle du faux médicament. Mais plus au fond, quand je dis est-ce que l'État a même en réalité la volonté de lutter contre ce phénomène, ça aussi permettez-moi d'en douter. Pourquoi est-ce que j'en doute? C'est parce que lorsque vous êtes dans un pays où un peu plus de la moitié des habitants vit avec moins d'$1 par jour, ça veut dire, en d'autres termes, que l'État n'a pas les moyens de soigner ses populations. Et s'il n'a pas les moyens de soigner ses populations, il va laisser ce que l'on appelle la tolérance administrative chez nous, c'est-à-dire fleurir certains phénomènes qui ressemblent à des solutions, sans que ça n'en soit réellement. Mais parce que lorsque vous êtes dans la difficulté, si on vous dit par exemple quelque part que bon, voilà la solution, même si elle va vous tuer, mentalement, elle peut vous permettre de tenir. Les psychologues connaissent bien cet effet-là. À savoir qu'il y en a qui ont fait des expériences, on a mis des médicaments avec les principes actifs et de l'autre côté, et on a donné à des malades, on s'est aussi rendu compte que ceux qui n'avaient pas de principe actif dans leurs médicaments... Le mot m'échappe. Le mot m'échappe. Parce qu'on le leur avait dit, n'est-ce pas, recouvre aussi d'une façon ou d'une autre la santé. Donc, l'État du Cameroun ne peut pas totalement dissuader ce phénomène parce que, entre guillemets, il est une solution, même si ce n'est pas la solution appropriée. Okay. Le troisième grand problème, c'est que dans les économies modernes, on va vous dire que le médicament est une industrie. Et en analysant les flux financiers que génère le médicament en général dans le monde, la criminalité aussi s'y est mêlée. Oui. Et c'est des flux financiers très importants. Ce qui a fait que la criminalité s'y est mêlée. Il y a des officines qui fabriquent des faux médicaments, prennent des vrais brevets et font des médicaments de contrefaçon pour s'enrichir. Et nos pays, justement, qui en termes de surveillance sont lacunaires, comme je vous ai dit, on n'a pas suffisamment de personnel pour pouvoir le faire, subissent ces phénomènes de criminalité mondiale. Parce que c'est des réseaux bien huilés qui partent de l'Europe à l'Asie et consorts. C'est des structures bien établies. Et ils ont déjà une telle capacité financière qui fait qu'il est difficile que les États s'en sortent dans la lutte. C'est comme le phénomène de la drogue, le phénomène du faux médicament. Parce que je voulais enchérir pour vous dire de ce médicament, de ce faux médicament-là, nous avons également de la drogue.
j'étais encore en reportage quelque part à Yos, où la police et la gendarmerie a arrêté, donc a saisi, c'était un peu important, stock de médicaments. Et de ces médicaments, il y avait de la drogue dedans. Et lorsque je parlais de certaines administrations au Cameroun, puisque les gars ont des moyens, ils peuvent venir soudoyer la douane et consorts pour que les produits... Ils ont des moyens. Non, mais vous ne m'avez pas laissé. Vraiment. Oui, je ne peux pas vous laisser. Si vous laisse... vous ne m'avez pas fait. Ibrahim, les conséquences alors, la consommation, vous n'êtes peut-être pas expert, mais quand même, lorsque vous consommez un médicament contrefaçon, les faux médicaments, qu'est-ce que ça peut donner plus tard? Est-ce que nous ne sommes pas exposés là à d'autres maladies plus tard? Je vais vous faire une confidence peut-être, mon cher ami Ongba. Ça fait pratiquement 22 ans que moi je suis dans les hôpitaux. Partout, je vais rencontrer presque tous les médecins, je voyage pour ça. Je vais attraper une maladie qu'on appelle la sclérodermie systémique diffuse. C'est une maladie rare. Donc, vous avez dit la sclérodermie systémique diffuse. C'est une maladie orpheline qui n'a même pas de remède. Je vis avec depuis pratiquement 22 ans. Aujourd'hui, ce qui fait que moi, j'ai déjà tout avalé, tout absorbé comme remède. J'ai rencontré des médecins. Parfois, les médecins sont même plus dangereux que le remède. Parce que je vous raconte une situation où le premier dermatologue que j'ai rencontré, je ne voudrais pas citer son nom ici à Douala, il m'a prescrit un remède, d'abord qu'il n'a pas diagnostiqué le mal, il m'a prescrit un remède qu'on appelle monolitome. Je ne peux jamais oublier ça jusqu'à la fin de ma vie. Si tu prends monolitome là tout à l'heure, tu manges 3 pains là ici, avant la sortie de la porte ici. Le ventre vide. C'est quand je reviens à Yaoundé, je rencontre un autre qui, quand il regarde les prescriptions, il me dit, mais tu as des problèmes avec ce médecin là? Tu as son numéro? Je lui donne le numéro, il l'appelle. Ils ont causé là-bas, il a dit, mais non, tu as voulu tuer ce monsieur. Donc, en matière de remède, la santé coûte cher. C'est ce qu'il faut d'abord savoir. Ça, c'est partout à travers le monde. La santé coûte cher. Et dans notre État, le Cameroun, l'État ne peut rien faire. S'ils arrêtent même ce produit, cela il y aura plus de bon. Je vous assure, il y aura plus de bon parce que les gens ne vont pas se traiter. Et de deux, qu'est-ce qu'on appelle même faux remède? Tout à l'heure, on l'a classé et c'est vrai. Parce que tout ce que vous voyez sur le gazon là, moi je fais 3 pays, le Nigeria et le Congo. C'est des choses bien organisées. C'est que nous appelons faux remèdes là. Ils sont syndiqués. C'est-à-dire ils ont des petits box. Bien, c'est des gars connus. Et les remèdes sont bien entretenus. Il y a un suivi. Ce n'est pas que la pharmacie seulement qui peut traiter. Vous comprenez bien? Quand vous allez au gazon, ce qu'on appelle gazon à Douala, même ici, là, vous allez au marché central. Je vous assure, vous trouvez des remèdes, même en pharmacie, vous ne parvenez pas à trouver. C'est vrai, même en Mokolo. Et à moindre coût. Je vous assure. Vous demandez en pharmacie. Moi, par rapport à ça, j'ai des douleurs musculaires. Je vous assure, il y a un remède qu'on appelle un remède simple. Je vous assure, tout ce qu'on me donne comme antidouleur au niveau de la pharmacie ne m'aide pas. Mais c'est ce remède de 350. C'est un voisin qui m'a dit, essaie de prendre ça. Ça fait aujourd'hui 8 ans. Quand je prends ça, je au moins pour 4 jours, je peux marcher comme les personnes qui ont 12 ans qui peuvent bien marcher. Sans savoir qu'ils sont malades. Vous dites donc il faut peut-être réorganiser. Il faut réorganiser ça. La brutalité que le jeune ministre est venu, n'est-ce pas, nous imposer. Lui-même, il est fatigué, il a abandonné. Je vous assure, ça aide la population. Merci. Merci à vous, chers invités. Ibrahim, merci. Vous allez continuer à venir. Non, on a repris. C'est la rentrée. Merci, Madame Liliane Bala. Merci. Vos affaires se portent bien, vous êtes entrepreneur. On dit que vous, au moins, vous avez la vie au Cameroun, les entrepreneurs. Merci et j'espère que la prochaine fois, vous serez encore là. Lionel Foum. Merci. Merci également. Merci Abakar Mefiré et
Sa Majesté, Merci beaucoup. je vais vous donner une autre bouteille d'eau tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Mesdames, Messieurs, retrouvez l'information dans quelques minutes, exactement à 19h. Ce sera donc les informations en langue anglaise. À 20h, retrouvez Karine Okomo pour le grand format du journal du soir. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, car demain, vous serez accompagné de Jean-Jacques Zé, qui va venir prendre les choses en main. D'ici là, restez scotchés. Au revoir.